Des voyous s'en prennent au type tranquille. Ils ignoraient ce que son père observait. Marc Dubois avait toujours été le genre de personne qui préférait les ombres au projecteur. À 23 ans, il possédait ce genre de présence, discrète qui le rendait presque invisible dans les pièces bondées. Sa silhouette menue, mesurant à peine 1,70 m et pesant pas plus de 65 kg, combinée à des lunettes à monture métallique et des cheveux foncés, perpétuellement en bataille, créait le camouflage parfait pour quelqu'un qui ne désirait rien de plus que de naviguer dans la vie sans conflit. Il avait déménagé dans le quartier des Rives il y a seulement 3 mois, prenant un emploi chez Électronique Fournier en centre-ville, et avait rapidement établi une routine qui le tenait aussi loin des ennuis que possible. Le quartier, entourant son petit immeuble, était un mélange de familles modestes, d'étudiants et de jeunes actifs comme lui. Des rues bordées d'arbres reliaient des maisons modestes à de petits commerces, créant le genre de communauté où tout le monde finissait par connaître les affaires de tout le monde. Marc préférait ça, prévisible, tranquille, gérable. Chaque matin, il empruntait le même chemin jusqu'à l'arrêt de bus de la rue des Érables, passant devant l'épicerie du coin où le vieux monsieur Dupont faisait toujours signe de la main derrière le comptoir, puis continuant devant le petit square où les enfants jouaient avant l'école. C'est lors de ces promenades matinales que Marc rencontra pour la première fois le trio qui allait bientôt rendre sa vie considérablement plus compliquée. Kevin Lefebvre était leur chef évident, un jeune homme trapu de 25 ans avec des bras couverts de tatouages bon marché et un rictus permanent qui suggérait qu'il n'avait jamais rencontré de conflit qu'il n'appréciait pas. Sa voix portait le genre d'autorité qui venait d'années passées à intimider des gens plus petits que lui. À ses côtés se tenaient ses fidèles acolytes, Thomas Martin, un rouquin dégingandé dont le rire nerveux ponctuait chaque blague, Cruel, et Yann Dupont dont les larges épaules et les poings constamment serrés indiquaient clairement qu'il préférait l'action à la conversation. Le premier incident avait été relativement mineur. Marc attendait à l'arrêt de bus, lisant un manuel technique pour le travail, lorsque Kevin s'approcha avec son arrogance habituelle. « Hé, binoclard !» avait-il lancé, assez fort pour que les autres usagers l'entendent. « T'es nouveau ? Par ici, j'ai jamais vu ton cul maigre avant. » Marc avait simplement hoché la tête poliment et était retourné à son livre, espérant que l'interaction s'arrêterait là. Ce ne fut pas le cas. Kevin lui arracha le manuel des mains, le feuilleta d'un air moqueur, puis le jeta dans une flaque d'eau voisine. « Merde ennuyeuse !» avait-il commenté pendant que ses amis riaient. « La prochaine fois, essaie de lire quelque chose avec des images. » Marc avait récupéré son manuel détrempé sans un mot, l'avait nettoyé du mieux qu'il pouvait et était monté dans le bus à son arrivée. Il avait passé tout le trajet à regarder par la fenêtre, essayant de se convaincre qu'ignorer était le bon choix. « Garde la tête basse », se disait-il, « ils vont se lasser et passer à quelqu'un d'autre. » Mais ils ne passèrent pas à autre chose. Au cours des semaines suivantes, les rencontres devinrent plus fréquentes et de plus en plus créatives dans leur cruauté. Kevin semblait prendre les réponses passives de Marc comme un défi personnel, escaladant chaque interaction juste assez pour tester ses limites. Il bloquait son chemin sur le trottoir, le forçant à descendre dans la rue. Il le suivait dans l'épicerie du coin, faisant des commentaires bruyants sur les losers qui vivent probablement encore chez leur maman, pendant que Marc essayait d'acheter son café du matin. Une fois, Thomas l'avait délibérément bousculé devant la banque, renversant la boisson de Marc sur le devant de sa chemise de travail et exigeant ensuite des excuses pour l'accident. Le schéma était toujours le même. Marc endurait l'humiliation qu'ils inventaient, se nettoyait si nécessaire, et continuait sa journée. Il ne répondait jamais avec colère, n'élevait jamais la voix, ne leur donnait jamais la réaction qu'ils cherchaient clairement. Cela ne semblait que frustrer davantage Kevin, menant à des tentatives de plus en plus élaborées pour le provoquer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que personne dans le quartier des Rives ne savait, c'est que le comportement tranquille de Marc masquait une vie entière d'entraînement qui avait commencé avant qu'il ne puisse correctement lasser ses chaussures. Son père, Robert Dubois, lui enseignait le Krav Maga, le jiu-jitsu brésilien et la boxe traditionnelle depuis l'âge de 6 ans. Pas comme un hobby ou une activité extrascolaire, mais comme une compétence de vie fondamentale, comme apprendre à lire ou à conduire une voiture. Robert possédait une petite mais respectée académie d'arts martiaux à 3 villes de là, où il avait passé 30 ans à enseigner aux forces de l'ordre, au personnel militaire et à des étudiants civils sérieux, le genre de technique de combat qui n'était pas conçu pour le sport ou le spectacle. Marc avait grandi sur les tapis, absorbant non seulement les techniques physiques, mais aussi la discipline mentale qui les rendait vraiment efficaces. Il pouvait désarmer un agresseur armé d'un couteau, contrer un étranglement de 3 manières différentes,
et mettre fin à un combat avec des frappes si précises qu'elle mettrait un adversaire au tapis sans causer de dommages permanents. Plus important encore, son père lui avait inculqué la responsabilité qui accompagnait de telles compétences. Un vrai combattant sait quand ne pas se battre, disait toujours Robert. N'importe qui peut donner un coup de poing. Il faut de la sagesse pour savoir que s'éloigner vous rend plus fort, pas plus faible. Cette sagesse avait tenu Marc à l'écart des ennuis tout au long du lycée et de l'université, même face à des provocations bien plus sérieuses que celles que Kevin et ses amis pouvaient inventer. Il avait appris à lire la différence entre les menaces réelles et les fanfaronnades vides, et rien chez ce trio ne suggérait qu'il représentait un réel danger pour quiconque ne se présentait pas comme une cible facile. C'étaient des brutes au sens le plus traditionnel, des lâches qui s'en prenaient aux gens qu'ils percevaient comme plus faibles, mais qui s'effondreraient immédiatement face à une résistance réelle. Alors Marc continua sa politique de non-engagement, même si le harcèlement s'intensifiait. Il changea 2 fois de chemin pour aller au travail, mais il semblait toujours le trouver. Il essaya de partir plus tôt et plus tard, mais Kevin semblait avoir fait de sa traque une sorte de hobby tordu. Les autres usagers à l'arrêt de bus commencèrent à éviter le contact visuel lorsque les confrontations commençaient, clairement mal à l'aise mais peu disposée à intervenir. Madame Dubois de l'immeuble secouait la tête avec sympathie lorsqu'elle le voyait avec des vêtements déchirés ou des chaussures boueuses, mais elle ne demandait jamais ce qui s'était passé. Le point de rupture arriva un mardi matin d'octobre, frais et clair avec ce genre d'air automnal qui donnait l'impression que marcher était un privilège. Marc avait quitté son appartement 15 minutes plus tôt que d'habitude, espérant prendre un bus plus tôt et éviter complètement ses tourmenteurs. Il se félicitait de cette petite victoire lorsqu'il tourna au coin de la rue des Érables et les vit attendre près de l'arrêt de bus, ayant clairement anticipé son changement d'horaire. « Eh bien, lança Kevin alors que Marc approchait. « Regardez qui se croit assez malin pour nous déjouer. Tu pensais vraiment pouvoir te faufiler, n'est-ce pas, petite fouine ?» Marc envisagea de faire demi-tour et de rentrer chez lui, peut-être d'appeler pour se déclarer malade au travail, mais quelque chose dans le ton de Kevin suggérait que cette confrontation allait avoir lieu indépendamment de ses choix. Il continua de marcher, espérant atteindre l'arrêt de bus et la sécurité relative des autres usagers avant que les choses ne dégénèrent. « Je te parle !» La voix de Kevin monta alors que Marc s'approchait. « Tu te crois trop bien pour répondre quand quelqu'un te parle ?» Il s'avança directement sur le chemin de Marc, assez près pour que Marc sente l'odeur de cigarette froide sur son haleine. Peut-être qu'on doit apprendre les bonnes manières. Derrière Kevin, Thomas et Yann s'écartèrent pour bloquer toute voie d'évasion potentielle. Ils avaient déjà fait ça avec d'autres victimes, réalisa Marc. Ils avaient un système, une routine rodée pour acculer leur cible. Plusieurs autres personnes à l'arrêt de bus trouvèrent soudain des raisons de vérifier leur téléphone ou d'étudier l'horaire du bus très attentivement. « Je ne veux pas d'ennui, » se dit Marc calmement, ses premiers mots à leur égard après des semaines de harcèlement. « J'essaie juste d'aller au travail. » Les yeux de Kevin s'illuminèrent de satisfaction d'avoir enfin obtenu une réponse. « Oh, il parle. Vous avez entendu ça, les gars ?» La petite souris a enfin trouvé sa voix. Il tendit la main et donna une pichenette aux lunettes de Marc, les faisant légèrement de travers. « Peut-être que si tu es très gentil et que tu demandes très poliment, on te laissera prendre ton bus. Qu'est-ce que tu dis ?» Marc ajusta ses lunettes et resta silencieux, calculant les distances et les angles par habitude, plutôt que par intention. Kevin se tenait trop près, se laissant ouvert à une douzaine d'attaques différentes. Thomas était mal positionné, le poids sur son pied arrière, et Yann était distrait par quelque chose de l'autre côté de la rue. Rien de tout. Cela n'avait d'importance car Marc n'avait aucune intention de se battre. Pas ici, pas devant des témoins, pas quand s'éloigner restait une option. « Rien à dire maintenant », insista Kevin, enhardi par le silence continu de Marc. « Peut-être que tu as besoin d'un petit encouragement. » Il tendit la main et attrapa le devant de la chemise de Marc, le tirant plus près. « Et si tu te mettais à genoux et demandais très gentiment, montre à tout le monde ici quel genre d'homme tu es vraiment. » La demande envoya une vague de colère froide dans la poitrine de Marc, mais il la réprima. « Ça n'en vaut pas. »« À la peine, » se dit-il. « Il essaie juste de te provoquer. Ne lui donne pas ce qu'il veut. » Il posa doucement ses mains sur les poignets de Kevin, non pas pour se libérer, mais pour montrer qu'il n'allait pas non plus obtempérer. « Lâchez-moi, s'il vous plaît, » dit-il calmement. La prise de Kevin se resserra. « Je ne pense pas que tu comprennes ta situation ici, Binoclard. Tu n'as pas à faire de demande. Tu dois faire ce qu'on te dit, sinon les choses vont empirer pour toi. » C'est à ce moment-là que Marc remarqua le vieil homme marchant lentement sur le trottoir vers eux. Il était grand et mince,
probablement octogénaire, avec des cheveux argentés et la démarche prudente de quelqu'un dont les genoux avaient connu de meilleures décennies. Il portait un petit sac en papier de l'épicerie du coin et semblait concentré sur le simple fait de rentrer chez lui sans incident. Mark le reconnut comme quelqu'un qu'il avait vu dans le quartier, mais à qui il n'avait jamais parlé. Kevin suivit le regard de Mark et vit le vieil homme approcher. Un sourire cruel se répandit sur son visage alors qu'une nouvelle forme de divertissement se présentait. « Eh bien, regardez ce que nous avons ici, » dit-il, relâchant la chemise de Mark et se tournant vers la silhouette qui approchait. « Hé, le vieux, oui, toi avec les courses, c'est un péage maintenant. Si tu veux passer, tu dois payer. » Le vieil homme leva les yeux, la confusion claire sur son visage buriné. « Excusez-moi, tu m'as bien entendu, grand-père. » lança Kevin, sa voix portant ce ton particulier de quelqu'un qui avait trouvé une nouvelle victime à tourmenter. « C'est notre trottoir maintenant. Si tu veux l'utiliser, tu paies la taxe. » Thomas et Yann commencèrent à se déplacer pour flanquer le vieil homme, sentant la nouvelle cible de leur chef. Mark sentit sa poitrine se serrer en réalisant ce qui allait se passer. « Laissez-le tranquille, » dit-il plus fermement qu'il ne leur avait parlé auparavant. « Il ne dérange personne. » Kevin se tourna vers Mark avec une surprise sincère. « Oh, maintenant tu veux faire le héros? C'est intéressant. Vraiment intéressant. » Il fit signe à ses amis qui commencèrent à se diriger vers le vieil homme avec une intention évidente. « Tu vois, je pense que tu dois apprendre ce qui arrive quand les gens ne montrent pas le respect qui convient. » Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Thomas atteignit le vieil homme en premier et sans aucun avertissement ni provocation, posa ses deux mains sur sa poitrine et le poussa en arrière. Le vieil homme, pris complètement au dépourvu et manquant d'équilibre pour se rattraper, trébucha et tomba lourdement sur le trottoir en béton. Son sac de course se dispersa, des boîtes roulant dans la rue pendant qu'il gisait sur le dos, clairement étourdi et peut-être blessé. Les trois brutes éclatèrent de rire. « Tu as vu sa tête ?» hurla Yann. Il pensait qu'il allait juste passer comme s'il était chez lui. « Peut-être que la prochaine fois tu montreras un peu de respect, le vieux, » ajouta Kevin, sa voix pleine de satisfaction cruelle. Le vieil homme essaya de se relever, mais semblait incapable de coordonner ses mouvements. Il fit un petit son de douleur ou de confusion, et Mark réalisa qu'il avait peut-être heurté sa tête en tombant. Aucune des autres personnes à l'arrêt de bus ne bougea pour l'aider. Ils restèrent là, figés par leur propre malaise et leur réticence à s'impliquer. Mark commença à se diriger vers l'homme tombé, mais Kevin lui attrapa le bras. « Où crois-tu aller? On n'a pas fini avec toi. Laissez-moi l'aider, » dit Mark essayant de se dégager. Il pourrait être blessé. Et alors, s'il l'est, la prise de Kevin se resserra. Peut-être que c'est ce qui arrive. Quand les gens ne montrent pas le respect qui convient, peut-être que tu devrais t'inquiéter davantage de ce qui va t'arriver. C'est alors que Mark entendit une voix derrière eux, calme et contrôlée, mais portant une autorité qui fit que tout le monde se figea. « Enlevez vos mains de mon fils. » Kevin se tourna, maintenant toujours sa prise sur le bras de Mark, et se retrouva face à un homme qui semblait s'être matérialisé de nulle part. Robert Dubois se tenait à environ 3 mètres, sa présence remplissant d'une manière ou d'une autre beaucoup plus d'espace que sa forme physique n'aurait dû le permettre. Ce n'était pas un homme grand, peut-être 1,75 m, et bâti plus comme un coureur de fond qu'un secondeur, mais il y avait quelque chose dans sa posture, sa position parfaitement équilibrée, et surtout ses yeux qui commandaient une attention immédiate. « Votre fils ?» ricana Kevin, bien que Mark remarqua que sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. « Cette petite fouine est votre gamin? Peut-être que vous auriez dû lui apprendre les bonnes manières. » Le regard de Robert passa au-delà, de Kevin pour se poser sur le vieil homme toujours allongé sur le trottoir, puis revint vers les trois brutes. Son expression ne changea jamais, mais Mark put sentir le changement d'atmosphère comme une chute de pression barométrique avant une tempête. « J'ai vu ce que vous avez fait à ce vieil homme, » dit Robert calmement. « Je vous ai regardé pousser quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, quelqu'un qui ne vous avait rien fait d'autre qu'exister dans le même espace. » Il fit un seul pas en avant, et d'une manière ou d'une autre, ce petit mouvement fit que Kevin relâcha le bras de Mark et recula d'un pas. « Et maintenant, vous mettez les mains sur mon fils. »« Écoutez, le vieux, » commença Kevin, essayant de retrouver son autorité. « Ça ne vous regarde pas. Votre gamin ici a besoin d'apprendre le respect, et on lui apprend juste comment ça marche par ici. » Robert regarda Mark, une question silencieuse dans les yeux. Mark fit un hochement de tête presque imperceptible. « J'ai choisi de ne pas me battre, papa. C'était mon choix. » Robert hocha la tête une fois, la compréhension passant entre eux, puis reporta son attention sur Kevin. « Mon fils a choisi de ne pas vous faire de mal, » dit simplement Robert. «
C'était sa décision et je la respecte. Mais vous avez dépassé les bornes maintenant. Vous avez blessé un homme innocent et vous avez mis les mains sur ma famille. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Ces choix ont des conséquences. Yann, sentant peut-être le changement de dynamique, essaya de contourner Robert par derrière. Sans sembler regarder dans sa direction, Robert parla. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » Quelque chose dans son ton fit que Yann se figea en plein mouvement. Kevin, cependant, était soit trop fier, soit trop stupide pour reconnaître le danger dans lequel il se trouvait. « Oh, alors maintenant papa va se battre pour son fils? C'est le comble. Qu'est-ce que vous allez faire, le dur? Appeler les flics? » « Non, » dit Robert, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau conversationnel. « Je vais vous donner un choix. Vous pouvez aider ce monsieur à se relever, vous excuser auprès de lui et de mon fils, et partir d'ici. Ou vous pouvez découvrir pourquoi mon fils faisait preuve d'une telle retenue remarquable en ne ripostant pas. » Kevin rit, mais cela sonnait forcé maintenant. « 3 contre 1, le vieux. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? »« À 3 contre 1, acquiesça Robert. J'ai presque pitié de vous. » Les quelques secondes suivantes seraient rejouées dans la mémoire de Marc pendant des années. Kevin, décidant apparemment que sa réputation ne pouvait pas survivre, un recul face à un homme d'âge moyen, se lança en avant avec un crochet droit sauvage, visant la tête de Robert. Robert bougea comme de l'eau, s'éloignant du coup tout en s'avançant simultanément à portée de Kevin. Sa main gauche attrapa le poignet de Kevin, tandis que sa droite frappait vers le haut, paume en avant, dans le plexus solaire de Kevin. L'impact fit un bruit comme une batte de baseball frappant un sac de frappe lourd, et Kevin se plia en deux, haletant pour respirer. Thomas, voyant son chef en difficulté, se précipita sur le côté. Le coude de Robert le rencontra à mi-chemin, le frappant aux côtes avec une précision chirurgicale. L'élan de Thomas le porta au-delà de Robert et sur le trottoir, où il se recroquevilla autour de son côté blessé, faisant de petits gémissements. Yann, à son crédit, lança en fait un coup de poing décent, droit et rapide, visant le milieu du corps de Robert. Robert attrapa le coup sur son avant-bras, s'avança et enfonça son genou vers le haut dans la cuisse de Yann. La jambe de Yann céda immédiatement et il tomba sur un genou avec un cri de douleur et de surprise. La confrontation entière avait duré peut-être 15 secondes. Kevin était toujours penché, luttant pour respirer. Thomas était par terre, serrant ses côtes. Yann était à genoux sur le trottoir, essayant de masser sa jambe engourdie pour retrouver la sensation. Aucun d'eux ne semblait gravement blessé, mais tous avaient l'air d'avoir été percutés par un camion. Robert n'avait même pas transpiré. Il redressa sa chemise, regarda les 3 brutes vaincus et parla du même ton calme qu'il avait utilisé tout du long. « Maintenant, vous allez aider ce monsieur à se relever. Vous allez vous assurer qu'il n'est pas blessé. Vous allez ramasser ses courses et vous allez vous excuser auprès de lui, auprès de mon fils et auprès de tous ceux ici qui ont dû être témoins de votre comportement. Honteux. » Kevin, haletant toujours, réussit à lever les yeux vers Robert avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Qui diable êtes-vous? Je suis quelqu'un qui a appris à son fils que la vraie force ne vient pas de faire du mal aux gens plus faibles que soi, » répondit Robert. « Je suis quelqu'un qui connaît la différence entre un combattant et une brute. Et je suis quelqu'un qui vient de vous montrer qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort, toujours quelqu'un qui ne tolérera pas votre comportement. » Il fit un geste vers le vieil homme, qui était maintenant assis, mais semblait toujours hébété. « Aidez-le, maintenant. » Kevin avait l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans les yeux de Robert le convainquit du contraire. Lentement, douloureusement, il se remit sur ses pieds et se traîna jusqu'à l'endroit où le vieil homme était assis. « Désolé, » marmonna-t-il, offrant sa main. « Laissez-moi vous aider à vous relever. » Le vieil homme sembla confus par ce changement soudain de comportement, mais accepta l'aide. Kevin, avec une réticence évidente, commença à rassembler les courses éparpillées, pendant que Thomas et Yann se remettaient lentement sur leurs pieds. Robert se tourna vers Marc, posant une main douce sur son épaule. « Tu as fait preuve d'une vraie sagesse aujourd'hui, mon fils. S'éloigner d'un combat demande plus de courage que d'en commencer un. Je suis fier de toi. » Marc hocha la tête, traitant toujours ce qui venait de se passer. « Je savais que je pouvais les gérer, papa, mais ça ne semblait pas en valoir la peine. Ils sont juste tristes, en fait. »« Ils le sont, » acquiesça Robert, regardant les 3 brutes finir de ramasser les courses et aider le vieil homme à se remettre sur ses pieds. Mais parfois, les gens tristes font des choses dangereuses. Parfois, ils franchissent des lignes qui ne peuvent pas être franchies. Il regarda directement Kevin qui se tenait à proximité, la tête baissée. La question est de savoir s'ils en tirent une leçon. Kevin s'approcha d'eux lentement, son arrogance précédente complètement disparue. « Écoutez, on ne savait pas, je veux dire, on était juste... »
Vous étiez juste des brutes, dit simplement Robert. Vous avez trouvé quelqu'un que vous pensiez incapable de riposter, et vous avez décidé de lui rendre la vie misérable pour votre propre divertissement. Quand ça est devenu ennuyeux, vous avez attaqué un vieil homme innocent qui ne pouvait pas se défendre. Il fit une pause, étudiant le visage de Kevin. La question est, quel genre de personne cela fait-il de vous? Kevin n'avait pas de réponse à cela. Il resta là un instant, semblant plus petit qu'il ne l'était quelques minutes auparavant, puis se tourna vers Marc. Je suis désolé, on ne vous embêtera plus. Marc hocha la tête en signe d'acceptation mais ne parla pas. Il n'y avait vraiment rien à dire. Le vieil homme, maintenant stable sur ses pieds avec ses courses en sécurité, s'approcha de Robert et Marc. « Merci », dit-il, sa voix encore tremblante mais sincère. « Vous deux, je ne sais pas ce qui se serait passé si... » « Rien de bon, » dit doucement Robert. « Êtes-vous blessé? Avez-vous besoin de soins médicaux ?» Le vieil homme testa ses mouvements avec précaution. « Je pense que ça va. Juste secoué. » Il regarda les trois brutes qui se tenaient à proximité comme des enfants grondés. « J'espère qu'ils ont appris quelque chose aujourd'hui. »« Nous tous, » répondit Robert, bien que ses yeux restassent sur Kevin, Thomas et Yann. Parfois, les leçons les plus importantes sont les plus difficiles à accepter. Le bus arriva alors, ses freins sifflant alors qu'il s'arrêtait. Les autres usagers commencèrent à monter, jetant des regards curieux sur la scène inhabituelle, mais apparemment soulagés que ce qui s'était passé soit terminé. Marc ramassa son sac de travail et commença à se diriger vers le bus, puis s'arrêta. « Papa, comment saviez-vous que vous deviez être ici ?» Robert sourit, la première fois que son expression s'était vraiment adoucie depuis que la confrontation avait commencé. « Je te surveille depuis que tu as déménagé. Ici. Vieilles habitudes. » Il hocha la tête vers l'épicerie du coin. « Monsieur Dupont m'a appelé il y a quelques semaines. A dit que des fauteurs de troubles locaux te causaient des problèmes. Je regardais de loin, attendant de voir comment tu allais gérer ça. Et si je m'étais battu moi-même? Alors j'aurais été fier de toi pour t'être défendu, dit Robert. Mais je suis plus fier que tu aies choisi de ne pas le faire. Cela a demandé une vraie force. » Il jeta un coup d'œil aux trois brutes qui s'éloignaient lentement dans différentes directions, voulant clairement mettre autant de distance que possible entre elles et ce coin du quartier. Bien que je sois content qu'il m'ait donné une raison de leur montrer à quoi ressemblent les vraies conséquences. Marc monta dans le bus, prenant un siège près de la fenêtre. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, il put voir son père parler tranquillement avec le vieil homme, s'assurant qu'il allait vraiment bien. Les trois brutes étaient introuvables. Au cours des jours suivants, la nouvelle de l'incident se répandit dans le quartier avec la rapidité que seuls les événements vraiment dramatiques atteignent. Les détails s'amplifièrent dans le récit. Robert devint haut de 3 mètres dans certaines versions. Les brutes devinrent des membres de gangs armés dans d'autres, mais le message central resta cohérent. Cherchez des ennuis aux gens de ce quartier, et il pourrait y avoir des conséquences auxquelles vous n'êtes pas préparés. Marc ne revit jamais Kevin, Thomas ou Yann. Il entendit par le bouche à oreille du quartier que Kevin était retourné vivre chez ses parents de l'autre côté de la ville, que Thomas avait trouvé un travail de nuit pour éviter d'être dehors pendant la journée, et que Yann avait commencé à aller à l'église avec sa grand-mère tous les dimanches. Reste à voir si ces changements s'avéreraient des permanents, mais au moins pour l'instant, ils n'étaient de plus le problème de personne d'autre. Le vieil homme s'avéra être M. Bernard, un enseignant à la retraite qui vivait dans le quartier depuis 40 ans. Il prit l'habitude de passer à l'épicerie du coin chaque matin, à la même heure où Marc prenait son bus, non pas nécessairement pour parler, mais pour hocher la tête et échanger des amabilités. Parfois, il partageait le trajet en bus jusqu'en centre-ville, M. Bernard se rendant à son travail bénévole à la bibliothèque, pendant que Marc allait à son emploi chez Électronique Fournier. M. Dupont, à l'épicerie du coin, commença à garder les meilleures pâtisseries pour Marc, refusant le paiement avec un sourire et un signe de la main. « Vous êtes un bon garçon, disait-il. Les bons garçons méritent de bonnes choses. » D'autres voisins qui avaient auparavant à peine reconnu son existence commencèrent à le saluer par son nom, à lui demander de ses nouvelles, à l'inviter à des barbecues et des fêtes de quartier. Le changement ne résidait pas seulement dans la façon dont les autres le traitaient, réalisa Marc. Quelque chose avait également changé en lui, non pas parce qu'il s'était battu contre les brutes, il n'avait pas donné un seul coup de poing, mais parce qu'on lui avait rappelé qui il était vraiment sous son extérieur tranquille. Il se tenait différemment maintenant, avec la confiance tranquille de quelqu'un qui connaissait ses propres capacités et n'avait rien à prouver à personne. Plus important encore, il avait appris quelque chose sur la différence entre éviter les conflits et permettre l'injustice. Lorsque les brutes l'avaient ciblé seul, s'éloigner avait été le bon choix. Mais lorsqu'ils avaient blessé M. Bernard,
Lorsqu'ils avaient franchi la ligne du harcèlement à la cruauté véritable contre quelqu'un de vraiment sans défense, cela avait complètement changé l'équation. Son père lui avait enseigné cette leçon sans jamais la mettre